Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Je vous remercie d'être aussi fidèles à ce rendez-vous. Mais comme chaque semaine, vous le savez, je vais vous demander votre aide pour soutenir cette émission. Alors pensez à partager cette vidéo, à commenter bien sûr, et puis bien sûr à cliquer sur le pouce en l'air, parce que c'est ça qui améliore le référencement et qui nous permet d'être largement diffusé. Alors cette semaine, nous allons faire le tour de l'actualité internationale avec bien sûr la guerre en Ukraine, mais aussi le rôle de l'OTAN. On parlera également des tensions entre les États-Unis et la Chine, mais on va commencer avec une note d'humour, si je puis m'exprimer ainsi, avec le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. C'est parti. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Vous êtes le président de l'UPR. Je vous présente encore, même si tous les spectateurs de TV Liberté vous connaissent très bien. Je vous remercie d'avoir accepté à nouveau mon invitation pour commenter cette actualité riche. Alors François Asselineau, à l'heure où nous parlons, nous sommes vendredi matin, Emmanuel Macron est encore en Afrique, un voyage qui a commencé mercredi au Gabon, au programme ensuite l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Alors avant même d'analyser ce voyage, François Asselineau, pour vous, quels étaient les enjeux de la France dans cette partie de l'Afrique? Je crois que Emmanuel Macron se rend compte, ou du moins les ambassades sur place le préviennent, que la France est en train de perdre pied à toute allure dans toute l'Afrique. Mais à un rythme effarant. On est en train d'être chassé en quelques mois. Regardez ce qui se passe au Mali, le Mali, qui était encore très très proche de la France il y a une dizaine d'années, où maintenant la langue française quasiment est reléguée au rang de simple langue de travail. Regardez ces pays d'Afrique francophone qui veulent passer dans le Commonwealth. Regardez également l'animosité qu'il y a à l'encontre de la France et de la présence française, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit même dans ces pays de l'Afrique, l'ancienne Afrique équatoriale française, qui nous sont quand même en général très 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 proches. Alors il y a un très vif ressentiment qui est dû à de très nombreuses choses, mais je pense que le problème de Macron, ce qu'il n'a pas bien compris, c'est que le problème numéro un de la France en Afrique, c'est lui-même. C'est-à-dire que les Africains ne le supportent pas plus, si vous voulez, que beaucoup de Français. Je pense que les Africains, j'en parle de façon générale, il faudrait évidemment faire de façon plus nuancée, mais ce qui est important pour beaucoup de peuples en Afrique, c'est quand même le respect de la parole donnée, la confiance que l'on peut porter en quelqu'un, la dignité qu'il a à exercer sa fonction, etc., etc. Or, Macron, il est la quintessence du pitre, du menteur, du bonimenteur, de quelqu'un qui n'a aucune parole, et de quelqu'un qui, sous des airs doucereux, en fait, poursuit une politique qui est une politique profondément raciale, raciste, qui est là pour défendre les intérêts bec et ongles de certains grands groupes français et pour soutenir, bien entendu, les intérêts géopolitiques américains, en particulier dans les pays où il se rend. C'est tout particulièrement vrai au Congo-Kinshasa, enfin la République démocratique du Congo. Tout l'est du pays est en situation de guerre depuis des années, avec des milliers de morts, on n'en parle jamais. Il y a derrière tout ça les luttes avec Paul Kagame, le président du Rwanda, qui est en fait un des piliers des États-Unis derrière, et la France est rangée, bien sûr, derrière cette affaire. Donc ça nous vaut beaucoup d'inimitié. Et puis, il s'ajoute tout un contentieux que Macron a accumulé. Je vous rappelle que quand il était allé à Mayotte, il avait plaisanté sur les immigrés clandestins des Grandes Comores en le comparant ça à du poisson qui était dans... Bon, ça avait fait scandale, notamment dans toute l'Afrique orientale. Ensuite, il s'était rendu, vous vous rappelez peut-être, au Burkina Faso, où il était allé à l'université de Ouagadougou. Il avait maltraité le président Roch Kaboré, qui à un moment s'était absenté en plaisantant, en disant qu'il est allé réparer la clim. Est-ce que jamais Macron ne se serait permis de dire à Biden « il sucre les fraises, votre président, il est allé prendre sa pilule ». Donc on voit bien qu'il a une approche très, très facilement méprisante.
Et puis Macron essaye d'étendre sa notoriété. Il était allé au Ghana dans la foulée, qui est un pays qui relève de la sphère d'influence anglo-saxonne, où il avait reçu d'ailleurs un discours très, très cinglant du président ghanéen. Là, cette fois-ci, il va en Angola, qui est dans la sphère lusophone, dans le monde de Portugal. On a l'impression il faut toujours qu'il aille mettre son nez dans les affaires des uns et des autres. Et puis, c'est un menteur. Il s'est ramassé, il y a 2 jours, une gifle diplomatique. Moi, je ne connaissais pas ça. Et il a été interviewé, je ne sais plus si c'est par Jeune Afrique ou je ne sais pas quoi, sur les relations avec... Lors de son discours à l'Élysée, oui. Voilà. Alors, il a fait un discours à l'Élysée, donc, sur lequel il était absolument ahurissant. Il a dit que sa stratégie pour l'Afrique, il voulait réarticuler. En fait, c'est le champion des mots creux, des mots vides. J'ai vu que M. Lecornu, ministre de la Défense, là c'est un aparté, mais a dit qu'il fallait réinterroger notre hélicoptère. Enfin, que c'est un jargon qui cache en fait un vide sidéral de la pensée. Donc il veut réarticuler la politique africaine. Il avait glissé, je crois, donc à Jeune Afrique, qu'il était il avait de très bonnes relations et amicales avec le roi Mohamed VI du Maroc, ce qui n'est pas vrai pour toute une série de contentieux que je ne vais pas exposer ici parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous avez vu la réponse du Palais Royal de Rabat. Assez cinglante. Cinglant. Nos relations ne sont ni bonnes ni amicales. Moi, j'ai jamais vu ça. En diplomatie, je n'ai jamais vu un truc pareil. Ça montre à quel point il est méprisé. C'est affreux. Là, hier soir, il a sorti une vidéo. Il se prend pour le Nicolas Hulot de la forêt gabonaise. Alors il commence à se lancer comme s'il était un spécialiste. Il se lance dans, voilà, il est là. On ne sait pas si c'est un fond vert avec une image derrière. Il est là en train de nous expliquer que les tourbières au Gabon emmagasinent du CO2. Enfin, c'est rien. Il n'a toujours pas compris ce que c'est qu'être président de la République, en fait. C'est ça son problème. Il croit que c'est d'en foutre plein la vue, mais il montre surtout une très grande cuistrerie sur des sujets qu'il ne connaît pas bien. Et surtout, il ne connaît pas l'histoire. J'ai vu que le grand truc, là, il est annoncé avec beaucoup de forfanterie en disant « La France-Afrique, c'est terminé ». Alors justement, on va l'écouter si vous voulez bien, et puis on va rebondir après sur ses propos. Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. C'est pourquoi je préfère être très clair et explicite en vous retrouvant aujourd'hui. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, cette obsession de la France-Afrique, le temps de la France-Afrique est révolu ? Vous savez, il croit faire œuvre novatrice, mais c'est un poncif, en fait. Bien sûr. En 2001, Jospin avait fait des grandes déclarations, c'était la fin de la France-Afrique. Après ça, c'était en 2008. En février 2008, je crois, Sarkozy avait dit « Maintenant, la France-Afrique, c'est terminé ». Après ça, en 2012, c'était François Hollande « Finito la France-Afrique ». Et maintenant, en 2023, il arrive en disant bon, ça veut dire quoi ? Encore une fois, c'est le vide sidéral de la pensée. Je crois que ça serait beaucoup plus cru et crédible si parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il prend toujours les gens, quel que soit le continent, y compris les Français, c'est d'ailleurs sa première cible, pour des cons. Voilà. Il pense que les gens ne comprennent pas. En Afrique comme ailleurs, vous avez des élites, vous avez des dirigeants qui regardent la situation, qui voit que la France est un pays en plein effondrement. Notre PIB, il n'y a que 9% de notre PIB qui est d'origine industrielle maintenant. Nous sommes devenus, on est au niveau de la Grèce. 3 000 milliards d'euros d'endettement. On est le champion d'Europe de l'endettement public. D'ailleurs, grâce à Macron, qui nous a endettés de 1 000 milliards d'euros depuis qu'il est aux affaires. Ensuite, les gens lisent les statistiques. Ils voient qu'on a un déficit commercial abyssal. Ils voient aussi, en Afrique comme ailleurs, que la France, elle prétend
damer le pion à la Russie, mais elle n'a pas de munitions, elle n'a rien, et qu'on est les larbins des États-Unis. Donc en fait, comment voulez-vous que les peuples d'Afrique ou d'Amérique ou d'Asie, etc., croient encore dans le magistère de la France, dans son exemple, dans son rayonnement, lorsque son dirigeant lui-même n'y croit plus. D'ailleurs, les dirigeants français n'y croient plus. C'était De Gaulle qui disait « Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même ?» Quand on a une France qui est en train qui ne s'appartient plus, il faut que les gens je pense que de plus en plus de Français commencent à comprendre que la France est un pays qui ne s'appartient plus. Nous sommes un bouchon sur l'océan, dirigé par des forces qui nous dépassent, et Macron, là-dedans, a été catapulté à l'Élysée par une manipulation médiatique. En fait, il est totalement hors niveau, contrairement à une légende urbaine qu'on nous a bassinée sur le fait que c'était un type supérieurement intelligent. Non, c'est un crétin. Mais vraiment. Non, mais vraiment, je le pense très profondément. D'ailleurs, beaucoup de gens qui l'ont fréquenté à l'inspection... C'est pas très gentil, il était narque aussi. Oui, non, mais à l'inspection des finances, il n'avait pas une si bonne réputation que ça, si vous voulez. C'est un baratineur, c'est un bonimenteur, c'est quelqu'un qui est là qui ment constamment, et il pense que les gens ne font pas le rapprochement. Donc, si vous voulez, tout ce qu'il peut dire là dans ses discours, mais ça passe. Non, c'est fini. C'est fini. C'est comme si vous avez un ami qui vous a trahi une fois, 2 fois, 3 fois, mais c'est terminé. À un moment, vous pouvez tout ce qu'il peut dire ou ce qu'elle peut dire n'aura plus de prise sur vous. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que malheureusement, d'autres puissances en profitent, en particulier la Russie, la Chine aussi, et la Chine d'un point de vue commercial, la Russie d'un point de vue politique. Et vous voyez que quelqu'un comme le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, passe son temps à parcourir l'Afrique, alors que Mme Colonna est derrière son bureau au Quai d'Orsay. Mme Zakharopoulou, qui est la ministre de la Coopération, est derrière son bureau. Voilà, M. Becht, le ministre du Commerce extérieur, est derrière son bureau à Paris. Tous ces gens ne font rien. Et ils sortent de Paris une fois tous les 36 du mois. Il n'y a plus de ministre qui va en Afrique, donc on se fait complètement supplanter, c'est tout. Donc en fait, M. Macron n'a même pas de stratégie vis-à-vis de l'Afrique. D'ailleurs, je l'ai dit depuis 16 ans, il y a incompatibilité profonde entre le principe même de la construction européenne et le principe de la francophonie. On peut pas, c'est fromage ou dessert. On peut pas avoir les deux. Parce que si vous considérez que notre avenir, c'est de fusionner avec l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, qui nous détestent d'ailleurs, avec ces pays de l'Est européen qui sont complètement dans la main des Américains, si nous donnons énormément d'argent, ce que voient les peuples d'Afrique, on donne énormément d'argent à tous ces pays, d'ailleurs financé à partir de quoi? Qu'est-ce qu'on donne à l'Union européenne? Le surcroît de finances que l'on donne à l'Union européenne est financé à partir notamment de la TVA sur les produits d'importation. Je signale donc au passage que tous les immigrés qui sont en France, par exemple les Maliens, quand ils vont faire leurs courses au supermarché, comme tout le monde, eh bien, ils payent de la TVA. Et donc en fait, il faut bien comprendre qu'avec nos systèmes européens, la France donne par habitant, beaucoup plus d'argent par habitant à l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, qui sont des pays déjà à revenus intermédiaires, voire très corrects, que nous n'en donnons aux pays du Sahel. Mais c'est dans un rapport de 1 à 100. Voilà. Alors comment est-ce qu'après il peut arriver en disant voilà qu'il va faire... Non, on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. On a une stratégie qui a été fixée, qui a été imposée aux Français, en fait, qui est la stratégie de la disparition dans un magma européen, en fait, dans une colonie. C'est une marche, comme on disait au temps des empires. C'est une zone, un glacis géopolitique américain. On ne peut pas à la fois faire ça, donner l'argent, être saigné à blanc. La France est saignée à blanc pour les pays de l'Est, pour l'Ukraine, etc., et en même temps prétendre qu'on a une destinée tout à fait particulière avec l'Afrique. C'est pas ce genre de discours, vous savez, que je ferais si j'étais président de la République. D'ailleurs, j'espère pouvoir me rendre prochainement en Afrique, parce que on est beaucoup suivi par beaucoup d'Africains. Et ce que je pense profondément, c'est que les élites africaines en veulent beaucoup plus aux dirigeants français, à Macron, également au franc CFA. Moi, j'ai dit depuis belle lurette, de la même façon que je veux sortir la France de l'euro, il faut que les pays d'Afrique puissent atteindre leur maturité et qu'ils puissent sortir du franc CFA, parce qu'on a une politique qui est folle. Vous savez que le franc CFA est lié par un lien fixe à l'euro. C'était auparavant au franc.
Et donc, comme l'euro dépend éminemment de la conjoncture allemande, on a donc des pays d'Afrique qui ont une monnaie qui ne leur convient encore moins qu'à la France. Et il n'y a aucune réflexion au niveau stratégique. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut parler aux Africains. D'abord, il faut leur parler avec le cœur, montrer qu'on les aime, c'est un continent que l'histoire a fait en sorte que nous avons énormément de relations. Mais si je vous interromps, je me permets, mais familiales. Est-ce que c'est à vous de vous occuper de la politique monétaire de l'Afrique, en fait? Non, est-ce que ça aussi, c'est pas un peu de paternalisme? Mais c'est actuellement le cas. Oui, mais justement, est-ce que dans ce cas-là, il ne suffirait pas de dire aux pays africains, bah écoutez, vous voulez plus du franc CFA, vous sortez du franc CFA. Nous, on n'a aucun problème avec ça. C'est ce que je dis depuis des années. C'est ce que je dis depuis des années. Vous dites qu'il faut les accompagner pour la sortie, mais... Ah non, mais ça, parce que ça ne peut pas se faire dans la minute. Il y a 2-3 trucs à faire, mais je dis qu'il faut envisager cela et qu'il faut aussi... J'avais proposé dans mon programme, je renvoie à mon programme, sortant de l'Union européenne, de créer un parlement de la francophonie que l'on installerait dans les locaux de l'UNESCO à Paris. C'est une suggestion, sachant que l'UNESCO, on proposerait aux pays membres de l'UNESCO de se transférer dans l'amphithéâtre du Parlement européen de Strasbourg. Mon programme était tout à fait logique. Puisqu'on quitte l'Union européenne, on se retrouve avec des bâtiments énormes, vides à Strasbourg, ce qui d'ailleurs ferait plaisir à tous les pays de l'Union européenne, puisqu'il y a 26 pays sur 27 qui en ont marre d'aller au Parlement de Strasbourg, sachant qu'il y a un Parlement à Bruxelles. Et donc la France dépense 160 ou 180 millions d'euros par an pour payer les billets d'avion pour que tous ces messieurs-dames viennent à Strasbourg. Bon, tout ça est absurde. Moi, j'avais proposé donc que l'on transfère le Parlement, que l'on transfère l'UNESCO qui craque dans ces locaux parisiens qui ont été faits pour 50 pays alors qu'il y en a 150, de les transférer à Strasbourg, ce qui donnerait d'ailleurs un rayonnement à Strasbourg. Ça serait aussi un principe de réconciliation entre la France et l'Allemagne, entre le monde germanique et le monde latin. Et à Paris, d'avoir un Parlement de la francophonie qui pourrait donner... qui concrétiserait quelque chose que Macron ne veut pas lâcher, bien sûr. Il ne veut lâcher, par exemple, le siège permanent au Conseil de sécurité. Il y a des forces très importantes pour que nous donnions ce siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne et aux États-Unis. Bon, moi j'ai dit que la France devait conserver son siège, mais qu'elle devrait en faire le siège de la francophonie. Parce que les francophones dans le monde, c'est pas seulement l'Afrique, c'est aussi le Canada, c'est aussi la Suisse romande, la Belgique wallonne, etc. On pourrait essayer de définir ensemble, mais avoir une politique. Comment ? Avec le Canada, de Trudeau ? Le Québec indépendant, si vous voulez, voilà, puisqu'il y a quand même M. Plamondon, là, qui est au Québec, qui essaie de revivifier Bon. Mais en attendant, les pays qui le souhaitent, bien sûr, d'avoir sur une base d'égalité, pas sur une base de domination, mais sur une base d'égalité, de voir, par exemple, si les pays francophones, qui partagent souvent les mêmes points de vue, en tout cas la même vision du monde, parce qu'une langue, ça formate l'esprit, d'avoir, par exemple, quelle serait notre politique vis-à-vis du Moyen-Orient, vis-à-vis des rapports Nord-Sud, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine. Et avec un grand respect mutuel qui serait là. Ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que l'histoire a fait que nous avons des liens avec l'Afrique considérables, que la Kinshasa, où il se rend, c'est la première ville francophone du monde. Kinshasa a dépassé Paris en nombre d'habitants. Donc on a des pays qui sont des colosses francophones et que, au lieu de regarder la réalité des flux migratoires, des flux familiaux, des flux universitaires, commerciaux, etc., nous détournons le regard de la réalité pour nous enfermer dans une stratégie complètement folle d'aller fusionner avec la Slovaquie, Chypre ou la Finlande. C'est absurde. C'est d'autant plus absurde que, je l'ai déjà dit, la construction européenne nous place. C'est le club des pays qui n'ont rien, qui n'ont aucune matière, aucune ressource. Il y a des ressources gazières en Norvège et en Royaume-Uni, mais d'abord elles sont sur le déclin. Et deuxièmement, ces deux pays ne sont pas justement dans l'Union européenne. Mais l'Union européenne stricto sensu, elle a que du charbon en gros. Et donc l'Allemagne est en train de remettre les centrales à charbon. Ça veut dire que si on regarde... Vous savez, on dit qu'un chef d'État, un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine génération, alors qu'un politicard, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine élection. Si on regarde pour la prochaine génération, il faut absolument qu'un chef d'État français devrait se dire quelles vont être mes ressources en terres rares, en minéraux, en hydrocarbures. Or, il se trouve que justement,
on découvre qu'il y a en Afrique beaucoup de ces matières qu'on ignorait jusqu'à présent. Alors, d'ailleurs Macron va en Angola, c'est sans doute parce que ça sent le gaz, mais il y a aussi au large du Sénégal, au large d'un certain nombre de ces pays, on peut trouver donc notre intérêt vraiment fondamental dans tous les domaines. C'est, ne serait-ce que pour défendre notre langue, la francophonie, notre vision du monde comparable, ne serait-ce aussi que pour favoriser le développement de ces pays, pour freiner l'immigration, qui est un problème en France, pour fixer les populations et permettre à ces pays de se développer. Il faudrait vraiment qu'on mette le paquet sur l'Afrique, mais qu'on mette le paquet sans donner des leçons. Le grand avantage des Chinois ou des Russes, c'est qu'ils ne sont pas là à donner en permanence des leçons. Or, ils n'ont pas le même passé non plus avec Non, ils n'ont pas le même passé, mais en quoi est-ce qu'on peut accepter les leçons de Macron ? Ça va bien. Ça va bien. D'ailleurs, en plus de ça, la France est devenue, sous la tutelle américaine, nous sommes devenus maintenant les parangons de défendre la woke culture, le truc LGBT, les trucs, les transgenres, etc. Ça passe, mais alors absolument pas dans la plupart des pays en voie de développement, et surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Rappelez-vous le discours de Poutine. Le très récent discours de Poutine. Poutine, il a placé ça comme une forme de combat civilisationnel. Il a dit que c'était... il a même évoqué Dieu. Or, vous savez que dans le continent africain, les gens sont quand même très, très attentifs aux grandes valeurs traditionnelles. Rappelez-vous que Obama avait fait un voyage en Afrique, vous vous rappelez peut-être, c'était il y a quelques années, pour y promouvoir le mariage gay. Et donc, il y avait... comment il s'appelait, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui n'était pas un petit saint, ça c'est exact, mais enfin qui avait dit qu'il n'accepterait la venue d'Obama qu'à la seule condition qu'ils se marient tous les deux. Mugabe et Obama, il s'était fichu de la tête d'Obama. Ce qui est insupportable, c'est que l'Occident se permette d'imposer ses valeurs à toutes les époques, en fait. Il y a 100 ans, on leur imposait les valeurs de l'Angleterre victorienne ou de l'Église sous Napoléon III. Enfin, c'était des valeurs extrêmement rigoureuses. Voilà, maintenant, c'est quasiment des valeurs... c'est le contraire de tous les enseignements. C'est le contraire même de la civilisation européenne et occidentale et chrétienne depuis 2000 ans, que l'on impose maintenant. Et on s'étonne que ça prenne pas chez ces populations. Voilà. Donc en fait, M. Macron n'est pas le bienvenu. Les Africains ne se tournent pas spécialement d'ailleurs vers les États-Unis d'Amérique. Ils se tournent vers la Russie ou la Chine parce qu'ils ont le sentiment que la Russie ou la Chine respectent profondément leur identité nationale. Alors justement, on va fermer ce premier volet d'Emmanuel Macron en Afrique pour passer à la question russe et surtout à la question ukrainienne. On a connu la première année de la guerre, le 24 février. Ça faisait donc 1 an que les troupes russes étaient rentrées en Ukraine, de la guerre ouverte, je précise bien, parce que bien sûr, les combats ne se sont pas arrêtés depuis 2014. Cette semaine, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a fait une déclaration au détour de son voyage en Finlande. Je vous propose de l'écouter, c'est très court. Les pays de l'OTAN sont d'accord pour que l'Ukraine devienne membre de l'Alliance. Mais en même temps, il s'agit d'une perspective de long terme. La priorité actuelle est de faire en sorte que l'Ukraine prévale en tant que nation indépendante et souveraine. Et pour cela, nous devons soutenir l'Ukraine. Donc l'Ukraine peut entrer dans l'OTAN à long terme. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Parce que c'est quand même un serpent de mer, là, maintenant, depuis quelques mois. Ça pose la question de savoir ce que veulent les États-Unis. Stoltenberg, là-dedans, ça appartient à une grande famille norvégienne, très riche. Moi, je l'avais connu, j'étais allé le voir avec mon ministre. Il était ministre de l'Industrie ou Premier ministre, je ne sais plus. Il fait partie de ces élites norvégiennes qui veulent absolument que la Norvège entre dans l'Union européenne, alors que le peuple norvégien n'en veut pas. Ils ont déjà dit 2 fois non, d'ailleurs. Donc, en fait, Stoltenberg, il est norvégien de façade, mais en fait, c'est un Américain, quoi. Et c'est un ventriloque. Alors, ça dépend de que veulent les États-Unis sur cette affaire. Et les États-Unis, on ne sait plus. En fait, je crois que plus personne n'y comprend rien. Ce qui est certain, c'est que l'Ukraine, contrairement à ce qu'on nous dit dans les grands médias, a marqué le pas et même est au bord de l'effondrement.
Voilà, il y a les combats qu'il y a autour de la ville de Bakhmout, que vous connaissez, sont quand même extrêmement intenses. Et les mercenaires de Wagner sont en train, semble-t-il, de grignoter et de remporter la partie. Il y a eu énormément de pertes de soldats ukrainiens, énormément aussi d'émigration. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont fui. Une partie a fui vers les pays de l'Union européenne ou ailleurs. Mais une partie non négligeable a fui aussi vers la Russie. C'est d'ailleurs les 35%. La première catégorie, la première destination pour les Ukrainiens, c'est quand même la Russie. Et ce n'est pas des déportations, ce sont simplement les Ukrainiens des zones russophones et russophiles qui sont allés en Russie se protéger. Donc c'est un pays qui s'est beaucoup vidé, il y a eu beaucoup de morts, et donc ils en sont là. Et puis un deuxième truc qui attire l'attention, c'est cette demande permanente d'armes miracles. Ça fait penser, là aussi, c'est peut-être die Wunderwaffen, les armes miracles qui allaient sauver le Troisième Reich. Début 1945, ils attendaient les fusées V1, V2, comme si ça allait retourner la situation. Donc en fait, maintenant, ce qui est à craindre, c'est que Zelensky commence à comprendre que l'affaire est perdue, et donc il veut mondialiser le conflit. D'où ces attaques de drones sur la Russie. Sur la Russie. Et d'où la déclaration qu'il a faite très récemment, où il a expliqué que si jamais la Russie gagnait, elle ne se contenterait pas des républiques qu'elle a comment dirais-je, assimilées suite aux référendums qui ont eu lieu. On peut discuter le référendum, mais enfin, juridiquement, la Russie considère maintenant que ce sont ses territoires. Et donc, Zelensky considère qu'ensuite, la Russie va mettre main basse sur l'Ukraine, va ensuite s'attaquer au reste. Et donc, en fait, il l'a dit, même si ça gêne un certain nombre de gens, ce sont les enfants américains qui devront aller se battre, a-t-il dit, les fils et les filles des Américains qui iront se faire tuer. On va confirmer vos propos avec la vidéo, justement. Ah. Who wants a Third World War? Would anyone risk? Qui veut la Troisième Guerre mondiale? Quelqu'un accepterait-il de prendre ce risque? Les États-Unis n'abandonneront jamais les États membres de l'OTAN. Si cela se produit de telle sorte que l'Ukraine perd en raison d'opinions divergentes et d'un déclin de l'aide qu'elle reçoit, la Russie va envahir les pays baltes membres de l'OTAN et à ce moment-là, les États-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles exactement de la même manière que nous envoyons nos fils et nos filles à la guerre et ils devront se battre. Exactly the same way as we are sending their sons and daughters to war, and they will have to fight. Alors justement, là, qu'est-ce qu'il fait Volodymyr Zelensky? Il essaie de globaliser le conflit, oui, bien sûr. Il essaie de mettre la pression sur les États-Unis. Quel est le mécanisme qu'il y a derrière? Parce qu'on a l'impression... Ça donne l'impression qu'il est aux abois. Si vous étiez à sa place, vous feriez quoi? Vous voyez bien que les armes que lui promettent l'Occident, elles arrivent au compte-gouttes pour toute une série de raisons. D'abord parce qu'on n'en a pas tant que ça. Les munitions, on n'en a pas. On a parlé tout à l'heure de Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Il a réuni les ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN il y a une quinzaine de jours. Et le bilan était épouvantable. Personne n'a de munitions. C'est d'ailleurs assez cocasse que la propagande américaine et euro-atlantiste qui expliquait que les Russes c'était la catastrophe, ils n'avaient rien du tout. En réalité, c'est l'OTAN qui n'a plus de munitions. Et donc Stoltenberg dit qu'il faut aller chercher, il faut produire des munitions. La France n'a pas livré des chars Leclerc. De toute façon, les chars Adams, les chars Léopard, il y a différentes versions, tout ça est incompatible. Les soldats doivent être formés à tout ça. Bref. Il y a toute une logistique aussi derrière les tanks. Vous savez qu'un char Léopard, selon le terrain et la vitesse, c'est 4 à 7 litres par kilomètre que ça consomme, et c'est du kérosène. Donc vous imaginez que dans une bataille, il faut quand même avoir une sacrée logistique derrière pour apporter des réservoirs avec des centaines de litres de kérosène en pleine zone de guerre. Bon. Donc en fait, Zelensky voit bien que ça arrive au compte-gouttes, que ça marche pas et qu'il est quand même submergé.
Et donc, est-ce que ce qu'il ne voit pas, c'est pas tout simplement qu'on l'a poussé, et que depuis, on ne peut plus faire grand-chose. Vous savez, je disais tout à l'heure que les pays africains, ils lisent, comme tout le monde, les statistiques calamiteuses de la France dans tous les domaines. Mais le monde entier et les Ukrainiens, ils lisent la presse mondiale et ils voient bien que le monde entier a compris que les Américains considèrent que les Ukrainiens comme de la chair à canon. Et donc il leur a fallu un an de guerre. Oui, pour comprendre mais il est possible que les Ukrainiens commencent à comprendre à quoi ils servent en fait. C'est une guerre par proxy, comme on dit, une guerre par procuration. Là, lorsque Zelensky dit que les Américains devront bien protéger les pays de l'OTAN, mais ils rêvent. Les Américains, en toute chose, ne regardent que leurs intérêts. Toute l'histoire américaine, c'est que si nécessaire, ils laissent tomber comme des vieilles chaussettes tous leurs alliés. On l'a vu, par exemple, au Sud-Vietnam, avec le régime du président Thieu en 1975. On l'a vu avec le régime du général Lon Nol qu'ils avaient installé en 1970 et qu'ils ont laissé tomber comme une vieille chaussette également en 1975 pour donner le pays aux mains des Khmers rouges. On l'a vu avec le Shah d'Iran, qui a été leur agent pendant des années et il a même pas pu trouver à se faire héberger quand il a fui Téhéran. Enfin, c'est une horreur la façon dont les Américains traitent ceux qui ont été leurs plus importants alliés. C'est cette fameuse phrase. Si on prolonge la liste, dedans vous voyez Zelensky du coup ? Oui, bien sûr. Moi, je pense que si nécessaire, Zelensky, il sera éjecté. La puissance américaine se fiche éperdument de Zelensky. Restera à savoir pour lui s'il pourra fuir et jouir de, paraît-il, il aurait détourné des milliards, notamment sur les fonds qui sont versés. Faut quand même pas oublier que ce monsieur a fait la une des Pandora Papers. On le présente maintenant comme une espèce de saint laïque, de héros extraordinaire. En fait, c'est un escroc, c'est à la tête d'une mafia. Et donc, peut-être aura-t-il le temps de s'enfuir, ou alors, il risque, s'il y croit vraiment, il peut y laisser la peau. Les Américains ne font pas dans la dentelle dans ce genre de choses. Il n'y a que les Américains qui comptent. Et donc, s'ils estiment à un moment ou à un autre qu'il faut les laisser tomber, c'est comme ils ont laissé tomber l'Afghanistan, ils ont laissé tomber, par exemple, l'Ukraine, ça c'est bien parti beau. Donc, son intérêt à lui, c'est de faire croire qu'en effet, il va mondialiser tout ça. Mais à mon avis, il a eu extrêmement tort de parler des enfants des Américains, surtout que je crois que la suite ça n'est pas dans l'extrait qui a été passé, il dit qu'ils iront se faire tuer, qu'ils mourront. Alors, ça, c'est... Et à plus forte raison qu'il répondait à un journaliste de ABC qui lui posait la question de son point de vue quant à l'opinion américaine qui commençait à trouver qu'on envoyait beaucoup d'argent à l'Ukraine. Bien sûr. Donc, effectivement, c'était pas forcément très judicieux d'évoquer... Il y a une très grande différence, il y a un non-parallélisme, en fait, entre les deux camps. C'est que la Russie... Poutine n'est pas soutenu par 100%, il doit y avoir 20% d'opposition réelle. Mais il y a 80% des Russes qui soutiennent Poutine. Et l'opposition la plus importante contre Poutine, personne n'en parle dans la presse française, mais ce sont des gens qui trouvent qu'il est trop mou. C'est plutôt Medvedev, par exemple, qui représente. Les gens considèrent... C'est pas Navalny, alors, comme nous dit. Non, Navalny, c'est non. Non, parce qu'il y a beaucoup de Russes qui considèrent que Poutine prend beaucoup trop de gants, que lorsque les Américains qui osent donner des leçons, que lorsque les Américains sont intervenus, quand ils interviennent au Vietnam, au Cambodge, en Irak, etc., ils y vont avec des B-52 à 9 km d'altitude, et c'est du carpet bombing. Rappelez-vous, Madeleine Albright, qui avait dit que ça valait la peine, en effet, pour chasser Saddam Hussein du pouvoir, d'avoir fait 500 000 enfants morts irakiens. Elle répondait à une journaliste de NBC. C'était incroyablement. Et donc, il y a une opposition à Poutine, mezza voce, mais qui trouve qu'il n'est pas assez dur, en fait. Parce que Poutine essaye, n'oublie pas, vu de Russie, c'est un peu une guerre civile. Hein. Il y a beaucoup de couples mixtes. Enfin, l'Ukraine et la... vu d'une partie des Ukrainiens aussi. Et puis l'Ukraine et la Russie, c'est quand même... ça fait partie de l'histoire russe. C'est comme si on disait les Bretons et les Français. Mais il y a tellement de... Je sais quoi. Moi, j'ai un quart de sang breton. Alors, est-ce que je suis breton? Est-ce que je suis français? Je suis français. Donc, il y a ce malaise aussi qui est perceptible en Russie. Mais donc, pour en revenir à Zelensky... Il doit avoir peur d'être laissé tomber, et donc il essaye en effet de mutualiser les choses. Mais jamais, au grand jamais, les États-Unis n'enverront des boys ou des girls, comme on devrait dire maintenant, parce que, comme je le disais, il n'y a pas parallélisme. Les Américains, comme les Français, se fichent éperdument de l'Ukraine.
En France, pourquoi il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale, d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de référendum? Pourquoi est-ce que Macron prend des décisions dans le silence absolu de l'opposition, enfin de la pseudo-opposition? Parce qu'il les prend vraiment, Ah bah quand même. En tout cas, il n'a pas fait ce qu'a fait, par exemple, quelqu'un comme Viktor Orban en Hongrie, c'est-à-dire Orban a refusé les sanctions. Mine de rien, Orban ne fait pas de sanctions contre la Russie, il continue à bénéficier des hydrocarbures russes de façon sympathique. Voilà. Donc non, nous on s'est plié aux exigences américano-bruxelloises. En réalité, il n'y a donc pas parallélisme parce que les Russes se battent pour leur pays. Les Ukrainiens aussi, mais les Ukrainiens c'est tout petit, ils ne sont rien sans l'appui de l'OTAN, mais les pays de l'OTAN ne se battent pas pour leur pays. Voilà. Ils se battent, c'est le combat d'une oligarchie, d'une espèce de caste internationale qui a mis la main sur la destinée des États-Unis et de l'Union européenne et qui a décidé de ce jeu géopolitique cruel. Alors, j'aimerais revenir sur un autre point, parce qu'on a beaucoup évoqué la question des armes occidentales. On a vu depuis quelque temps les États-Unis mettre en garde Pékin en disant « on espère que vous ne livrez pas d'armes à la Russie, on espère d'ailleurs que l'idée ne vous effleure pas avec un gros coup de pression ». Comment vous lisez cela, cette mise en garde? Parce que finalement, si l'Occident se permet de donner des armes à l'Ukraine, la Chine peut bien faire ce qu'elle veut, elle aussi. Mais ça témoigne du fait qu'il y a quand même... Je pense que les gens sont un peu aux abois en Occident. On voit d'ailleurs que les gens, ça ne tourne plus vraiment rond, on a perdu de vue les intérêts nationaux, le bon sens. Lorsque je vois cette pauvre Catherine Colonna, bon... Vous l'aimez pas, elle? Bon, je l'aime pas, je l'ai connue, elle était proche de Chirac, c'est une diplomate, bon. Mais quand je la vois, là, qui dit qu'elle met en garde la Chine, mais c'est ridicule! Elle est ridicule! Elle met en garde le colosse chinois, Madame Colonna, mais elle se rend compte du ridicule. Enfin, c'est pas possible, si vous voulez. Et Blinken, lorsque Blinken, en effet, dit ça, moi je l'ai vu, il a fait une intervention. Il a d'ailleurs également rencontré Lavrov, là, vous savez, récemment, très brièvement. Moi, je vois que Blinken, il parle d'une voix blanche et ils sont très inquiets. Parce que, vis-à-vis de la Chine, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Peuvent prendre des sanctions contre la Chine. Il paraît que c'est ce qui est actuellement en projet de la part des Américains. Alors déjà, je trouve ça dingue parce que ils veulent ouvrir un deuxième front. C'est ça, après l'Ukraine ne leur suffit pas, ils veulent ouvrir un deuxième front avec Taïwan, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas forcément énormément avec la question ukrainienne. Non, mais je veux dire, les armes, il faut quand même comprendre ce que c'est que l'armée chinoise et l'armée russe. C'est-à-dire que la meilleure façon de jeter l'armée chinoise dans les bras de la Russie ou en soutien de la Russie, c'est de faire ce que font les Américains. C'est d'aller encore les titiller les Chinois sur Taïwan, puisque le successeur de Mme Pelosi à la Chambre des représentants, M. McCarthy, bien nommé, et donc va projeter, paraît-il, de se rendre à Taïwan. En réalité, c'est le chiffon rouge vis-à-vis de la Chine. Je note. Pelosi l'avait déjà fait d'ailleurs, ça avait posé un problème. Oui, mais là, c'est vraiment la provocation. Et comme vous le dites, les Américains et l'OTAN en général donnent énormément d'armes à l'Ukraine, même si ce sont des armes disparates, même si elles arrivent au compte-gouttes. Il y a de l'argent, il y a des armes qui arrivent. Et les Américains prétendent que ce serait un scandale que les Chinois en fassent autant avec la Russie. Enfin, ça n'a pas de sens. Et puis surtout, tout ça montre... On a l'impression que l'Occident a perdu complètement pied, même en termes de diplomatie. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent plus ce que c'est que la diplomatie. Un diplomate, c'est quoi, normalement? C'est quelqu'un qui fait déjà un effort de comprendre l'autre, de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Bon. Les Chinois, c'est une civilisation extraordinaire. C'est la plus ancienne civilisation sans discontinuité du monde, puisque ça remonte à moins 2500. C'est comme si, dans l'Égypte aujourd'hui, c'est encore des pharaons. Donc c'est vraiment un pays... Et les Chinois, on peut leur dire des choses en aparté. Mais il y a une chose qu'on ne doit jamais faire avec les Chinois, c'est de leur faire perdre la face, mian-tse, en public. Quand on a des pays qui disent « je vous mets en garde », c'est la meilleure façon pour qu'ils disent « très bien, on va le faire à ce moment-là ». Voilà. Ils ne supportent plus. Surtout avec tout l'historique des relations entre l'Occident et la Chine.
que d'ailleurs nos dirigeants en général ne connaissent absolument pas, ce que les Chinois appellent les traités inégaux, la façon dont la France et l'Angleterre, mais aussi ensuite les États-Unis, même l'Allemagne et le Japon ont fait, c'est-à-dire dépecer la Chine au 19e et début 20e siècle. Les Chinois ne l'ont jamais oublié. Ils ont une mémoire d'éléphant. Et donc, c'est un peu comme l'Afrique, hein. Ils ne supportent plus ça. Et le grand atout de Poutine, c'est de jouer là-dessus. De jouer sur ce rejet du monde occidental qui maintenant devient massif partout. Et l'Occident devrait quand même réfléchir au fait qu'il n'a quasiment pas de ressources en matière première, sauf les États-Unis et le Canada, mais enfin la sphère euro-atlantiste. Et l'Occident devrait réfléchir que son poids démographique est en effondrement. Voilà. Donc il y a, je l'ai déjà dit à de nombreux égards, donc voilà, il y a 10-15 ans, on était 700 millions d'Européens, Russie comprise, face à peu près quelque chose comme 700 millions d'Africains. Maintenant, il y a toujours 740 millions d'habitants en Europe, plus Russie. Il y a 1,4 milliard d'Africains, et dans 20 ans, on sera à 700 millions, et il y aura 2,5 milliards d'Africains. Voilà. Donc, s'il faut... Accessoirement, on a vu également qu'au G20, l'Inde prenait beaucoup de distance dans tout cela, et était plutôt proche du bloc Russie-Chine. Bien sûr, parce que le monde, il faut regarder les évolutions démographiques. Vous savez, c'était Jean Bodin qui disait hein, il n'y a de ressources que d'hommes. Il disait ça au XVIe siècle. On est en train de changer d'univers. On a déjà commencé à changer d'univers. Et il faut vraiment remettre les pendules à l'heure. Donc lorsque Macron il fait son discours là vis-à-vis de l'Afrique en disant maintenant nous sommes neutres, mais c'est pas vrai. Il n'est pas neutre. Il est dans le camp occidental. Donc ce que devrait faire la France, en tout cas c'est ce que j'avais prévu dans mon programme présidentiel, c'est justement sortir de cette gangue et de ce gang occidental pour essayer de se rapprocher des BRICS. Un peu ce qu'avait fait De Gaulle d'ailleurs. La France devrait être un pays non aligné, ayant sa propre diplomatie. Et vous me permettrez de ce point de vue-là de donner quand même, je voudrais dire quelque chose en termes de politique intérieure qui me tient à cœur. J'ai vu les déclarations incroyables de M. Bardella, président du Rassemblement national. Une fois, deux fois, confirmé. Bon, qu'est-ce que dit M. Bardella ? Il dit en gros il se plie dans tout le narratif occidental. Il commence à taper sur la Russie et à dire qu'il faut soutenir l'Ukraine. C'est minable. C'est minable parce que ça veut dire qu'il n'a rien compris aux grandes évolutions géopolitiques du monde, d'une part, et que d'autre part, il s'est couché comme tous les autres devant la nécessité de se plier devant l'oncle Sam pour être candidat à l'élection présidentielle. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, accessoirement, Mme Le Pen a fait semblant de prendre ses licences, parce que ça, c'est encore un autre truc, c'est la stratégie dite des lieutenants, la tactique. C'est-à-dire, quand on est chez un chef de parti, on a un collaborateur qui dit rouge, l'autre qui dit bleu, le troisième qui dit vert, etc. Donc il y en a pour tout le monde, en fait, pour enfumer tout le monde. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Mme Le Pen, elle fera exactement ce que fait Mme Meloni en Italie. D'ailleurs, on les a comparés. Mme Meloni, elle s'est complètement couchée. Que ce soit vis-à-vis des migrants en Méditerranée qu'elle accueille désormais à Ancône régulièrement, dans le silence absolu des médias, ou que ce soit vis-à-vis de l'Ukraine, puisqu'elle a fait le pèlerinage à Notre-Dame de Zelensky, c'est-à-dire elle s'est rendue à Kiev, Mme Meloni. Comme d'ailleurs Monsieur Édouard Philippe. Donc on est en train de découvrir une chose en France, c'est que vous savez, il y a des parrainages il faut 500 parrainages, j'en sais quelque chose, pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais en fait, il y en a d'autres parrainages. Pour être considéré comme un grand candidat, il y a un parrainage auparavant, c'est le parrainage des États-Unis d'Amérique. Et donc ce parrainage, il faut avoir montré patte blanche. Il faut se déclarer si possible, être membre de la French American Foundation, comme Édouard Philippe. M. Bardella, ça ne devrait pas trop traîner, je suppose. Mais Mme Pécresse était membre. Mme Pécresse, ça n'a pas été une réussite. Oui, mais ça, c'est parce qu'elle était par ailleurs d'une nullité sans équivalent. Rappelez-vous, au passage, vous vous rappelez, elle avait dit qu'il fallait dire stop à Poutine. Il y a donc le French American Foundation. Il faut cocher la case pour l'Union européenne, bien sûr, pour l'euro, bien sûr, pour l'OTAN, bien sûr, pour le soutien à Notre-Dame de Zelensky, bien sûr. Donc, Madame Meloni, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et là, c'est ce qui est en train de se préparer du côté du RN.
avec le soutien de l'oligarchie. Hein, personne n'a trop parlé en France, mais je tiens à le dire ici parce que je sais qu'il y a des gens intelligents qui m'écoutent et qui savent que je dis toujours la vérité. La vérité, c'est que le journal The Times de Londres, c'est un des grands journaux de l'oligarchie, hein, de la presse Murdoch, c'est vraiment un très grand, a fait un titre récemment, un article en disant « Le prochain président de la République française sera Madame Le Pen ». Oui, enfin ça, si je peux me permettre, c'est pas la première fois. Hein. Ah non. Actuellement, regardez M. Dussault, qui a dit « Madame Le Pen est plus républicaine que la gauche ». Regardez les sondages. Non, il y a actuellement, moi tel que je vois les choses, on a des grandes manœuvres dans le dos des Français. Malheureusement, 90% de nos compatriotes ne comprennent rien à ce qui se passe, parce que ça n'est plus... Ils sont ballottés. La France ne s'appartient plus, je l'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a déjà des forces qui sont en train de préparer 2027 et qui ont plusieurs fers au feu. Et il y a un fer, c'est Madame Le Pen. Il y a probablement Édouard Philippe qui est monté en épingle. Il y a des sondages. Il y a un sondage encore qui dit que c'est la personnalité préférée des Français. Enfin, je sais pas. C'est parce qu'on le voit plus. C'est toujours comme ça. Mais moi, je ne sais pas. Vous êtes dans la vie quotidienne. Il y a des gens qui vous parlent d'Édouard Philippe, non? Enfin, je ne sais pas. Rarement. Moi, ce que je vois, c'est que M. Édouard Philippe, il a coché toutes les cases. Il est allé à Kiev. Il a fait là. Et puis, il est pour les retraites. Hein, donc, tout ça est très bien. Il irait même un peu plus loin. Donc, en fait, son programme, c'est rien. C'est le programme de Macron. Voilà. Et comme son programme il n'a rien à dire, mais strictement rien à dire, son conseiller en communication, je suppose, a dû lui dire qu'il fallait donner dans l'émotionnel, dans les motifs et dans l'humain. Le résultat, c'est que le programme de M. Édouard Philippe, eh bien, c'est la perte de ses poils. Il a fait tout un dégagement là-dessus, sur son alopécie. Il ne parle que de ça. Alors, il perd ses sourcils, il perd son truc. Bon, voilà. Enfin, voilà. Il va nous expliquer que bientôt c'est la bande maillot. Enfin, c'est le programme de monsieur Édouard Philippe qu'on nous présente comme la personnalité préférée des Français. Mais c'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte de la nullité des responsables politiques français? Pourquoi ils font de la politique, d'ailleurs, tous ces gens-là? Pourquoi M. Barlédin, fait-il de la politique? Et c'est quoi la ligne directrice du Rassemblement national? En fait, la ligne des directrices, c'est, semble-t-il, celle que fixe encore Marine Le Pen, avec son communiqué après les déclarations de Jordan Bardella. Oui, mais elle joue ce système des lieutenants. D'ailleurs, quand je dis RN, c'est pareil du côté de NUPES. Mais bon, Mélenchon, il n'a pas la même dynamique pour la présidentielle. Mais Mélenchon, lui aussi, c'est un faux opposant total. Mélenchon, il a lui aussi... il n'a pas encore fait le pèlerinage de Notre-Dame de Zelensky, mais on n'en est pas loin. Hein, voilà. D'ailleurs, les deux oppositions sont là au passage pour neutraliser tout changement en France. Et c'est ce qui, par exemple, sur l'affaire ukrainienne, M. Macron se trouve dans une situation extraordinaire, puisqu'il n'y a toujours pas eu de débat à l'Assemblée nationale, aucun vote, et il prend des décisions qui risquent d'entraîner la France dans une guerre nucléaire quand même, qui nous ruine, et tout ceci en piétinant l'article 35 de la Constitution qui prévoit qu'au bout de 4 mois, il aurait dû consulter les parlementaires et qui aurait dû voter pour ou contre sa politique. Et tout ceci est permis par une collusion d'intérêts entre ces faux opposants. Alors, moi je lance ici un vrai débat. Hein. Moi je suis convaincu, mais c'est très grave ce que je dis. Moi je fais de la politique depuis 16 ans. C'est pas par gloriole, hein, parce que moi j'ai été dans les cabinets ministériels, j'ai rencontré des chefs d'État, j'ai pas été ministre, mais c'est tout comme. Je n'ai pas envie de ça. Je ne suis pas comme ces gens, ces faux opposants, qui ont l'impression que maintenant nous sort M. Gabriel Attal, on va bientôt les prendre au berceau, où on promeut des gens très jeunes qui n'ont aucune expérience. Je suis désolé, Macron est arrivé à l'Élysée, il avait 38 ans. Bardella, il en a 28. Mais moi, je me rappelle, moi j'en ai 65, je me rappelle quand j'avais 38 ans, à fortiori quand j'avais 28 ans. Je connaissais des choses. Mais depuis, j'ai appris tant de choses supplémentaires. Les grands dirigeants qui ont changé l'histoire du monde à l'époque contemporaine, hein, je ne parle pas d'un Napoléon c'est un cas très particulier. D'ailleurs, comme disait De Gaulle, Napoléon a laissé la France plus petite qu'il ne l'avait trouvée. Bon, donc lorsque l'on voit les grands dirigeants de ce monde, ce sont des gens qui ont changé les choses, qui, en bien, ce sont des gens qui avaient de la bouteille, que ce soit De Gaulle,
avec la Ve République. Il a quand même redressé le pays par rapport... Là, on est dans la pire des situations de la Quatrième République, qui était complètement vassalisée d'ailleurs aux États-Unis. Et que ce soit Deng Xiaoping en Chine, que ce soit Ronald Reagan, qui avait relevé les États-Unis après l'épisode Carter, que ce soit Vladimir Poutine, qui est un homme qui a, je sais pas quel âge il a, 72 ou 73 ans, que ce soit... Alors évidemment, on va me dire Biden. Oui, mais Biden, j'ai pas dit que les personnes âgées sont des gens qui... Il y en a qui sucrent les fraises. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut avoir de l'expérience. Quand on a un Macron, il est arrivé, il connaissait rien à rien. Et Bardella, là, en ce moment... Il y a quand même des contre-exemples. Je veux dire, c'est pas une garantie. Non, ça n'est pas... Jacques Chirac, bon, alors c'est sûr, il n'a pas fait beaucoup de mal, encore que, mais il n'a pas fait grand-chose. Ça n'est pas une garantie. Mais les Français devraient quand même... Et je vois parfois des débats sur Internet, lunaires. Il y a des gens qui se disent « Ouais, le prochain, alors ça va être... » De même qu'il y avait Pécresse. Oui, est-ce que ça va être Édouard Philippe? Ou alors, il faut faire attention à Bardella, il faut faire attention à Marine Le Pen, et ci, et ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que nos compatriotes se comportent comme si c'était un PMU, quoi. Et comme s'il fallait être du côté de celui qui va gagner. Mais c'est pas ça, une élection présidentielle. C'est pas ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que... Mais oui, mais ça veut dire que le pays est en train de s'effondrer. Hein. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, que les Français comprennent que l'élection présidentielle, ce n'est pas le PMU. Il ne s'agit pas de voter pour celui dont les médias nous disent qu'il a plus de chances de gagner, puisque les médias sont tenus justement par les forces qui sont en train de détruire la France. Donc il faut que les Français, dans leur fort intérieur, se disent « c'est ce monsieur ou cette dame-là en qui j'ai confiance ». La confiance, ça ne se décide pas. La confiance, ça se ressent. Et pour savoir si on peut faire confiance à un responsable politique, pour savoir si un candidat, c'est un homme d'État ou une femme d'État ou pas, il y a quand même quelque chose qui est une espèce d'ordalie, hein, de l'épreuve de Dieu, comme on disait au Moyen-Âge, c'est de vérifier ce qu'ils ont dit depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Même mes pires détracteurs reconnaissent que je dis la même chose depuis 16 ans, dans des conditions d'adversité extrême. Je suis complètement blacklisté dans les médias et je suis toujours là et de plus en plus là sur Internet. Et tous mes détracteurs peuvent reconnaître que je dis toujours la même chose depuis 16 ans et pire encore, que tout ce que j'ai dit se révèle exact et prédictif de la réalité. Et que je suis, de tous les candidats qui se présentaient en 2017, j'étais celui qui avait déjà la plus grande expérience professionnelle, notamment dans les grandes affaires internationales, mais aussi sur l'euro. On n'a pas parlé de l'euro, là. Mais vous savez qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont au plus haut depuis 10 ans en France. Pareil sur l'Italie. Donc, face à ça, les médias essaient de nous vendre des bonimenteurs, des gens qui sont je ne sais pas moi, des gens qui essayent de... Macron, quoi. Macron, c'est ou Bardella ou comment il s'appelle ou Attal ou voilà, comme s'il fallait absolument que les Français, mais c'est pas seulement en France, hein, c'est ça qui permet de dire qu'il y a tout ça est masterminded, comme on dit en américain. Trudeau au Canada, tout ça, ce sont Mélanie, ce sont des dirigeants qui sont catapultés par l'oligarchie, qui sont pris dans la tranche d'âge 30-40 ans. Pour jouer sur leurs petites ambitions personnelles avec des gens qui n'ont pas l'expérience nécessaire et dont, après, que l'on manipule à satiété. Et il n'y a qu'en Occident. Hein, le résultat, c'est que on a des dirigeants qui ne sont pas suffisamment expérimentés. On prend des vaniteux, on prend des gens qui sont là, on les choisit sur leur physique. Combien de Français ou de Françaises surtout ont voté pour Macron parce qu'il était beau? D'abord, vous avez vu, il prend quand même un sacré coup de vieux depuis quelques années. Mais enfin, j'ai pas envie de commenter le physique des gens. Moi, je suis pas un Apollon. Mais c'est pas ça c'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que les Français peuvent comprendre ça? Tout le problème, il est là. Et si les Français ne comprennent pas ça, je pense honnêtement que la France est vraiment très très mal partie.
Je pense que ça peut aller jusqu'à la destruction de notre pays. Et d'ailleurs, pas seulement la France, mais l'ensemble du monde occidental. Parce que le problème se pose au Canada, se pose dans beaucoup de pays d'Europe. Il n'y a pas... Les gens devraient, au moment de l'élection, devraient se poser en conscience, savoir qui est celui qui est le plus capable de défendre les intérêts nationaux, qui est celui qui comprend le mieux la géopolitique mondiale, qui est celui qui sait le mieux quels sont les risques que nous courons dans tous les domaines. Voilà. Et si en revanche on leur fait voter pour ils élisent quelqu'un, je sais pas, un mannequin qui défile dans les défilés de haute couture avenue Montaigne, c'est mal parti. Voilà. Merci beaucoup François Asselineau pour vos lumières, encore une fois, sur toute l'actualité internationale. Merci à tous de nous avoir suivis. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de laisser vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je m'efforce d'y répondre. Pensez également à partager au maximum cette vidéo et puis cliquez sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement et donc propulser cette nouvelle émission vers le succès. À la semaine prochaine, à bientôt.